Ça y est, nous arrivons à la fin de cette journée, cette grande cérémonie des 30 ans du GIEC. On a insisté tout au long de la journée de l'importance du dialogue entre la sphère scientifique et les instances politiques, qu'il n'y ait pas de frontière hermétique entre les deux, surtout pas. On ne pouvait pas terminer cette journée sans accueillir un représentant politique français, n'est-ce pas Raphaël? Et oui, évidemment, ça tombe sous le sens. Il nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. C'est le ministre de la Transition écologique et solidaire, monsieur Nicolas Hulot. Merci beaucoup. I just want to say to dear Han, you are... Je voulais simplement dire à Anne, vous êtes une grande femme, je ne sais pas où elle est là. Merci beaucoup de vos aimables propos. Monsieur le Président du GIEC, cher professeur Ly, Monsieur le Secrétaire du GIEC, Monsieur Abdallah Moxit, Mesdames, Messieurs les délégués de la 47 plénière du GIEC, Mesdames, Messieurs, vous dire que je suis quand même impressionné de parler devant vous parce que d'abord, je parle face à une assemblée de prix Nobel de la paix, face à une assemblée qui a servi de guide, de boussole, d'étoile à l'humanité depuis des décennies, et avec ce sentiment paradoxal que j'ai un profond respect pour vous. Mais le paradoxe, c'est qu'en réalité, j'aurais préféré ne pas avoir de respect. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré que vous vous trompiez et que ce que vous nous avez prévu depuis 30 ou 40 ans ne se réalise pas. Mais force est de constater, et c'est bien tout votre mérite, que vous avez, avec la rigueur qui est la vôtre, la constance, le courage, parce qu'il en a fallu, eh bien, tracer un chemin, essayer de guider l'humanité parfois dans sa divagation et nous faire, je l'espère, gagner des années précieuses, même si l'on sait que le cap est peut-être là, mais en tout cas le rythme n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Mais voilà, je voulais simplement vous dire que je n'avais jamais imaginé un jour pouvoir m'adresser à une salle aussi éminente. En tout cas, en mon nom, mais au nom du gouvernement français, je voulais, Monsieur le Président, également, avec beaucoup d'amitié, vous souhaiter, comme l'on dit ici chez nous en France, un joyeux anniversaire. À vous, les uns, les unes et les autres, et puis à cette institution si essentielle pour notre propre avenir. Que de chemin parcouru en 30 ans. Que de recherches menées au chevet de notre planète, mais vous aurez complété la formule tout simplement au chevet de l'humanité. Que de rapports publiés par votre institution pour apporter aux décideurs politiques la connaissance, presque la certitude nécessaire sur ce sujet. Le changement climatique qui, en 30 ans, est rentré dans notre quotidien, d'abord dans nos réflexions, dans nos interrogations, dans nos inquiétudes, mais également dans une forme de réalité que vous aviez parfaitement modélisée. Je ne vais pas évidemment vous raconter l'histoire qui est la vôtre, mais je voudrais quand même profiter de ces 30 ans pour revenir rapidement sur le sens de votre histoire collective, qui représente, de mon point de vue, mais je ne dois pas être le seul, l'une des plus grandes avancées qui soit dans le dialogue absolument nécessaire entre la science et la société. En effet, à la science, le GIEC et la communauté qu'il représente, vous avez ajouté une dimension si essentielle qui est la conscience. Et d'ailleurs, souvent, je ne fustige pas, mais je réalise que peut-être qu'un des grands drames, ou en tout cas une des plaies de l'humanité happée comme dans un fleuve en crue au XXe, au XXIe siècle, c'est justement
cette désynchronisation entre la science et la conscience. Et moi, je vous suis gré d'avoir tenté, avec un certain succès, d'avoir resynchronisé cette science et cette conscience. Car c'est bien face à l'immense danger représenté par les changements climatiques, modélisés avec une méthode, une patience, une exigence par les scientifiques que vous êtes, que les cris d'alarme répétés ont fini par déboucher sur la création du GIEC, et ensuite, avec un certain temps de retard, et il faut le reconnaître, avec une certaine inertie, sur l'action politique. Mais c'est bien grâce à votre engagement, non pas en tant, comme certains voudraient le caricaturer, en tant que militant du climat, bien que les choses ne soient pas incompatibles et ne soient pas si indignes que ça, mais bien en tant que scientifique, alarmé parce que vous avez découvert que la communauté internationale a fini par se doter de la Convention climat, qui a été ensuite complétée par le protocole de Kyoto, puis par l'accord de Paris. Vous avez été, et l'histoire ne l'oubliera pas, des lanceurs d'alerte, au sens noble et premier du terme, et vous êtes en quelque sorte les parents de toutes celles et tous ceux qui sont maintenant engagés dans cette action. Et pour cela, je veux, au nom de tous ceux qui ne pourraient pas vous le dire, vous dire le plus grand merci qu'il soit. Parce que la posture, ou le rôle plutôt, pardon de l'expression, de lanceur d'alerte, ce n'est pas un rôle facile quand on vient charger le fardeau de l'humanité d'une couche d'inquiétude supplémentaire. Et c'est la raison probablement pour laquelle, et je m'en souviens, vous avez été attaqué, malmené par une vérité, une réalité que vous vous efforciez de nous mettre devant les yeux. Je me souviens combien le GIEC, pendant longtemps, a souffert de tentatives de déstabilisation orchestrées notamment par le lobby de ceux qui ne voulaient pas, au nom d'intérêts économiques, que nous nous mobilisions pour réduire les émissions. Et moi, je me souviens également combien vous avez toujours, face à ces attaques, su répondre avec un calme étonnant, mais en même temps fermeté, et par un discours sur la méthode scientifique, sur la transparence de vos résultats. Et je crois que ça a été une arme très efficace, ou en tout cas une attitude très efficace, parce que ça a tout simplement laissé sans voix ceux que l'on appelle, qui existent encore, mais enfin d'une manière, je l'espère, assez résiduelle, les climato-sceptiques, ces apprentis sorciers qui préféraient alors argumenter peut-être que la Terre était plate, plutôt que de voir la réalité en face. Et aujourd'hui, à l'heure de ce qu'on appelle des fake news, à l'heure où la parole de la science est malmenée par certains, nous vous devons, une nouvelle fois, une protection totale. Car la transition écologique dérange encore beaucoup parce qu'elle remet en cause certains mécanismes économiques, et notamment dans le domaine de l'énergie, et l'on trouve encore sur la planète des partisans, j'allais dire même des adeptes de l'ignorance, là où le GIEC est un modèle unique, exemplaire de coopération internationale pour faire simplement avancer l'intelligence. Victor Hugo, dont j'ai tendance à abuser des formules, mais pourquoi s'en priver, disait que la liberté commence là où l'ignorance finit. Et pourtant aujourd'hui, certains cherchent encore à se réfugier dans une forme d'obscurantisme. Mais à cela, nous répondrons que cacher la connaissance ne sert jamais à cacher en rien le problème. Car contrairement, je ne sais pas si certains sont familiers des Shadocks, mais ces petites créatures animées de la fiction française que peu d'entre vous doivent connaître, nous n'en pensons pas que quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous produisez
un bien commun qui est précieux pour nos concitoyens et qui ont vu au fur et à mesure de vos travaux le changement climatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer dans leur quotidien. Ce bien commun, il s'appuie sur une méthode qui laisse toute sa place au débat et aux controverses et qui se base sur la régulation par les pairs issus du monde entier. Et c'est d'ailleurs ce qui fait votre force, car si l'on n'est pas tous égaux face aux conséquences du changement climatique, alors le savoir scientifique, lui, il est bien universel. Vous avez su adapter progressivement le contenu de ces rapports successifs en faisant croître l'interdisciplinarité et la place des sciences sociales et économiques dans vos évaluations. Ceci, évidemment, a largement facilité l'appropriation de ces rapports par tous les types d'acteurs, de la société civile aux décideurs publics ou aux décideurs privés. Sous le contrôle de la quasi-totalité des États du monde entier, le GIEC a assuré la transparence de ses procédures d'élaboration de ces rapports. Et vous avez sans cesse amélioré la représentativité des auteurs impliqués en veillant à atteindre, et vous l'avez largement réussi, le meilleur équilibre possible entre discipline, origine géographique, genre et renouvellement des auteurs. Mais le bien commun que vous produisez, il va bien au-delà du simple constat du réchauffement et de son imputation aux activités humaines. C'est bien en effet sur la base de vos rapports que nos territoires, désormais, se préparent à affronter, malheureusement, les conséquences du changement climatique, mais aussi de tout faire, comme vous nous y encouragez, et le mot est faible, pour rester en dessous du seuil des 2 degrés, voire du 1,5 degré. Car, évidemment, le GIEC, vous produisez de la science, mais si vous la produisez, après chacun ses responsabilités, et c'est la compétence des politiques d'en tirer des conclusions pour l'action. C'est en effet à la lecture de vos rapports que nous avons engagé, nous, la France, depuis la conférence de Paris, vers la neutralité carbone à l'horizon 2050, considérant, et je pense que nous serons d'accord sur ce point, que seule cette perspective était compatible avec notre ambition en matière de lutte contre le changement climatique. La neutralité carbone, c'est ni plus ni moins un basculement profond des économies du monde, que vous accompagnez d'ailleurs par les réflexions du groupe 3 qui étudie de près toutes les politiques climatiques. On va vivre, et on est déjà rentré dans ce chemin, une transition vers un monde qui est radicalement différent. D'ailleurs, chacun sent bien que le monde de demain va être radicalement différent, il le sera de gré ou de force. Et nous avons choisi l'option de décider l'avenir plutôt que de le subir. Et ce monde radicalement différent, il va être, j'en suis intimement convaincu, même si certains en doutent encore, mais ce sont les mêmes qui sont toujours tétanisés par le doute. Il sera fondé sur 100% des énergies renouvelables et il va, je l'espère, laisser définitivement les énergies fossiles dans le sol, là d'où elles ne devraient plus sortir. Et vous savez, je ne veux pas avoir une attitude prétentieuse ici parce que nous avons tous nos ambitions, nos incohérences et aussi parfois nos lacunes, mais la France a fait un pas dans ce sens avec l'une des premières lois au monde qui interdit dorénavant, dans notre propre pays, toute nouvelle recherche de nouveaux gisements d'hydrocarbures et donc mécaniquement à terme d'exploitation d'hydrocarbures, fussent-ils conventionnels ou non conventionnels. D'autres étapes viendront avec, avant 2022, la fin du charbon dans notre pays pour la production d'électricité et à l'horizon 2040, l'interdiction des véhicules qui émettent des gaz à effet de serre. La connaissance que vous ne cessez de développer, elle joue aussi un rôle crucial dans la protection des habitants de la planète face aux catastrophes. Les développements des sciences du climat sont évidemment extrêmement précieux, tout simplement pour sauver des vies face à l'intensification
des extrêmes climatiques. Ce rôle-là, évidemment, il est crucial, il est essentiel. Il doit nous permettre de répondre au deuxième défi qui est posé par l'accord de Paris, celui d'accorder une égalité de traitement entre adaptation et atténuation face au changement climatique. C'est l'un des champs sur lesquels j'espère que vos travaux futurs au sein du GIEC, bien entendu, mais aussi au sein de la communauté scientifique ici rassemblée, vous allez continuer à investir. Car nous avons basculé dans une nouvelle réalité qui est celle du dérèglement climatique. Les scientifiques continuent sans cesse de le souligner, le changement climatique, il est déjà là. C'est déjà, et pardonnez-moi l'expression, un tueur en série qui jette aussi chaque année sur les routes de la migration les plus pauvres, les plus vulnérables, et donc ajoute de la misère à la misère, de la détresse à la détresse, de l'injustice à l'injustice. Cette réalité, il faut mieux encore la cerner, car vous le savez mieux que moi, vous qui avez été honoré, je l'ai dit tout à l'heure, par ce prix Nobel de la paix, car c'est bien la stabilité, la paix et la sécurité de la planète qui est en jeu. Je sais que vous en avez conscience, et depuis longtemps, mais cet enjeu de stabilité, cet enjeu de paix, je pense que tout le monde n'en a pas forcément une claire conscience. Tout le monde n'a pas conscience que dans l'histoire de l'humanité, la paix est l'exception et la guerre est la norme. Et faisons en sorte que les changements climatiques n'inversent pas les choses. Ne gâchons pas le dividende de la paix. Mesdames, Messieurs, le GIEC est un modèle, une référence qui inspire. J'en veux pour preuve la volonté de la communauté scientifique intéressés par la protection de la biodiversité, de s'unir et de s'inspirer de vos méthodes pour réussir à mobiliser les politiques, mais aussi les citoyens, les entreprises, sur l'autre grande cause qui menace l'humanité, qui est l'effondrement de la biodiversité. Si j'évoque ce sujet-là, c'est que je pense qu'il faut, peut-être que je m'avance un peu et que ça mérite débat, mais quelque part fusionner les deux enjeux. Car la réussite de l'un conditionne la réussite de l'autre et réciproquement, et que les deux seront, si d'avenir nous échouons, aussi préjudiciables pour l'avenir de l'humanité. Sur ce sujet, nous avons besoin d'une réponse collective qui soit à la hauteur de la menace, ne serait-ce que parce que sans mobilisation pour la sauvegarde des écosystèmes, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient océaniques, je pense que nos chances de rester en dessous des 2 degrés centigrades, qui sont déjà minimes, seront réduites à zéro. Et je ne doute pas que la communauté internationale peut compter sur vous, sur ce GIEC adulte, désormais, pour accompagner également cette dynamique et l'inspirer. Puis il y a un dernier sujet essentiel pour l'humanité. Dernier, peut-être que la formule est un peu radicale, mais je profite de l'intervenante précédente pour en parler. Mais tout cela fait partie d'un tout. C'est celui de la protection des peuples autochtones, de leur mode de vie, de leur culture et de leurs connaissances. Car les peuples autochtones sont un réservoir de biodiversité humaine remarquable, un réservoir peut-être, je vais dire, de sagesse, un supplément d'âme qui nous fait tant défaut dans nos sociétés dites modernes. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée ici à l'UNESCO pour vous dire que c'est dans cet état d'esprit, dans cette dynamique, que la France organisera en début 2019 un sommet des peuples autochtones dans ses murs, ici, à l'UNESCO. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous l'avez compris, désolé de vous le dire, l'âge de la retraite pour le GIEC n'est pas encore d'actualité. Vous avez encore, malheureusement, si j'ose dire, beaucoup de travail, et nous avons surtout beaucoup besoin de vous.
Vous savez, quand le texte de l'accord de Paris a été signé, évidemment que je ne boudais pas mon plaisir d'un tel miracle diplomatique, mais je n'ai pas fait, comme on dit dans notre langage, des sauts de cabri. Tant je savais que cette étape était importante, parce que l'échec diplomatique aurait probablement complexifié encore l'exercice, mais tant que je sentais et j'avais conscience que cette signature n'était pas la fin d'un processus, mais le début d'un processus, et que tout restait à faire, et que j'avais conscience que parfois c'est un défaut humain. Quand on se fixe des objectifs, on considère qu'on les a réalisés ou qu'on s'est mis en situation de les réaliser. Et donc nous devons garder évidemment cette exigence, cette fermeté, parce que, vous le savez, beaucoup le savent, mais l'humanité parfois est frappée d'amnésie. Le climat n'est pas une option. Il conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Et donc, vous le savez aussi bien que moi, même mieux que moi, pardon, nous ne sommes pas sur la trajectoire, il faut le dire, non pas pour s'en effrayer, mais simplement pour se mobiliser, pour se responsabiliser. Et donc, voilà pourquoi votre aide est encore plus nécessaire qu'elle ne l'a jamais été. On a besoin de vous et dès demain, je sais que vont reprendre les travaux de la 47e session plénière du GIEC, hébergée par la France, et j'en suis ravi. Je souhaite plein succès à ces travaux. Et maintenant, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, sur une note peut-être un petit peu plus positive, j'ai le plaisir de vous convier chacune et chacun d'entre vous à une réception ce soir dans les salons de l'UNESCO. Je vous remercie.